Il y a une personne, on a toujours l'impression que c'est le gouverneur qui dirige. Non. La personne qui est en charge de l'endroit où on vient s'informer pour faire des visites au Capitole est avec moi. Son nom, c'est Virginia Drew. How are you? I am well. Hello. Can you say a few things in French? Is it possible? Did you understand what I just said? I actually did understand what you said because my family are French, but most of my French is ne comprends pas, répétez s'il vous plaît, and I can say bonjour. Hey, so you're good. You said you're French. That means you told me your family, grandmother. Came from Quebec. So you are a Québécoise de source. Hey, that's good. How long have you been working here? 23 years. Okay, so many presidents have seen you, or many candidates, not exactly always president, but... Many candidates, few presidents, but I have met the last three. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 27 juin. Je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. À l'introduction, ce que vous avez vu, c'est une entrevue qu'à Lux Media, on a entrepris de faire. Nous sommes partis à Concorde, au New Hampshire, visiter le Capitole. Concorde est la ville, c'est la capitale du New Hampshire. Nous avons rencontré Virginia Drew, qui est la personne, à mon avis, et sans flatterie, la personne la plus importante dans le New Hampshire, spécialement à Concorde. C'est elle qui s'occupe des visites pour les touristes qui veulent faire le tour du Congrès. C'était vraiment un beau bâtiment. Tout ça pour dire que l'introduction est en l'honneur de, et je tiens à le remercier, Donald Trump. Il était présent aujourd'hui à 12h45 en l'honneur d'une invitation qu'il a reçue de l'Association des femmes conservatrices du New Hampshire. Alors, il est allé à l'occasion les rencontrer et a fait une allocution aujourd'hui. C'était aujourd'hui le 27 juin à midi, autour de 12h45 cet après-midi. Je pense que 6 candidats à la présidence du Parti républicain vont également se présenter au New Hampshire, que ce soit à Concorde, Ellis, un peu plus au sud, à Charleston, dans une des villes, parce que le New Hampshire fait partie des premiers États lors du début du lancement de la campagne électorale qui va avoir lieu, la finale, en novembre 2024. Alors, je voulais remercier Donald Trump, qui n'était pas là au moment où Lux Media, en compagnie du technicien en chef, on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer différentes personnes de la Chambre des représentants et des sénateurs. Et Donald Trump a pris la peine, encore une fois, de vérifier quand est-ce que nous quittions le New Hampshire pour qu'il ne prenne pas toute la place. Alors, je veux le remercier. C'était aujourd'hui que lui y allait. Nous, c'est la semaine passée, il y a 2 semaines, quelques semaines, où on est allé faire la visite. On prévoit y aller de toute façon au cours de la campagne américaine d'ici novembre 2024, peut-être dans différents États américains. C'est la dernière émission de la saison. Merci à tous ceux qui l'ont écouté encore une fois. Ça fait... On s'en va vers la 6e année à Ça passe ou ça casse, incluant l'émission Le Candidat, lorsque je reçois des invités. Déjà 6 ans. Je remercie tout le monde. Ça ne coûte rien si ça vous chante. Vous pouvez mettre le pouce en l'air, tout simplement, vous abonner. Vous allez être au courant de ce qui se passe à l'émission. Aujourd'hui, le sujet important, je vais y revenir un peu plus tard, mais le gros du sujet aujourd'hui va être... est-ce que Poutine, ça va bien ou ça va mal? On va y revenir un peu plus tard. Je veux parler évidemment de Yevgeny Prigozhin, là, ceux qui connaissent un peu l'histoire. Je vais y revenir, je vais nommer les personnages, là, autant le ministre de la Défense russe que Zelensky, qui était étonné de ce qui était en train de se passer en Russie. Je pense que tout le monde était étonné, même aux États-Unis, même à l'OTAN, même à l'Union européenne. Tout le monde en a parlé.
On va y revenir un peu plus tard. Mais avant, aujourd'hui, je suis bien fier que les gens écoutent l'émission et je crois qu'il y a plusieurs politiciens qui l'écoutent. Le premier ministre du Québec a, suite à sa déclaration qu'on a affichée en direct ici la semaine dernière à l'émission Ça passe ou ça casse, qui est toujours, si vous désirez l'écouter, sur le site de LuxMedia, luxmedia.info. Toutes les émissions Ça passe ou ça casse sont là. Ou sur YouTube, la même chose, les émissions y sont déposées. M. Legault s'expliquait et essayait d'expliquer c'était quoi le phénomène de l'inflation. C'est normal que le prix des maisons monte parce qu'il y a de l'inflation. Et une société qui est pauvre, les maisons sont pas chères. J'ai de la misère à expliquer ce qu'il a dit, vous irez le voir. Et je suis étonné qu'il vient de s'expliquer. De plus, au Québec, on vient de prendre une grande décision par l'entremise de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui a fait une déclaration au niveau de l'aménagement au Québec. On appelle ça l'aménagement du territoire. Il y aura maintenant de disponibles pour de nouveaux comités. Je ne veux pas directement parler de toutes les possibilités d'aller chercher des consultants externes. 360 millions de dollars pour la mise en œuvre de la politique nationale. Tenez-vous bien, je suis impressionné de voir jusqu'à quel point il y a quelqu'un quelque part qui est, à mon avis et en toute politesse, est imbécile. Si je lis bien, c'est qu'on va créer un paquet de comités pour faire en sorte qu'on va vérifier quelle sorte d'aménagement qu'on va faire sur le territoire québécois. On ne parle pas de 2 millions, 1 million ou des personnes en place. N'oubliez pas qu'il y a énormément d'élus au Québec qui ont des chefs de cabinet, des comités, pour les suivre, pour leur monter des dossiers. Non, ça va être sûrement de nouveaux comités pour vérifier l'aménagement du territoire. Donc, à Montréal, probablement que sur Saint-Laurent, pas loin de Saint-Jacques, ils vont bâtir 2 condos. Au lac Saint-Jean, probablement qu'ils vont décider de bâtir une maison pour les gens âgés, peut-être même à Matane. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire à Gatineau, mais je ne peux pas croire qu'on écrit clairement et que la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, prend la peine de faire une grande déclaration couverte par les médias. On va créer des comités de façon à évaluer l'aménagement du territoire québécois. Je vais vous l'expliquer et vous savez que j'aime donner mon opinion. Voici mon opinion. Quand on ne veut plus entendre parler d'un problème, j'en ai parlé dans différentes émissions du passé, il faudrait arrêter de dire le parc immobilier est déficitaire. Souvent, on en entend parler à Montréal. C'est un grand dossier à l'échelle du Québec. Au lieu d'en parler, de former des comités, depuis déjà 2, 3, 4 ans, tout le monde est au courant. Je ne reviendrai pas sur la longue période du chemin Roxham, parce qu'il y a un bozo au Canada qui disait « Venez-vous-en, venez-vous-en, nous, on va vous recevoir. » Je vous fais remarquer que le chemin Roxham s'en vient dans la plus grande ville, la plus proche, et c'est Montréal. Quelques-uns vont à l'extérieur, ce qu'on appelle le Grand Montréal. La grande majorité s'en vient à Montréal. Qu'est-ce que vous pensez qui est pour arriver? Évidemment que le parc immobilier va tomber déficitaire en dedans d'1 an, 2 ans. Bon, bien, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que ça existe. Et là, le premier ministre nous envoie André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, pour dire qu'ils vont créer un comité qui va coûter 360 millions de dollars pour faire en sorte que les médias subventionnés se taisent. Vous ne pouvez plus en parler. On vient de vous le dire qu'on a créé des comités qui vont s'occuper de vérifier l'aménagement du territoire. On va revenir sur ce dossier-là dans 2, 3 ou 4 ans.
Mais arrêtez de poser des questions. On s'en occupe. Ça coûte 360 millions. Je savais que j'étais pour être de bonne humeur aujourd'hui. C'est la dernière émission. Ceci dit, je viens de parler de Montréal, vous le savez, ça me rend souriant, ça rend tout le monde de bonne humeur. J'aime ça, les vacances s'en viennent. J'ai même mis une cravate jaune parce que je voulais parler du soleil. J'avais le choix entre une cravate jaune ou une cravate rouge et j'aurais parlé du feu. J'aime mieux parler du soleil, des vacances, c'est fantastique, ça s'en vient. Montréal, je veux que tout le monde se souvienne. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est la dernière émission de la saison. On doit se rappeler que Montréal la magnifique, Montréal la métropole, la fantastique métropole du Québec a été l'épicentre, pas n'importe quoi, l'épicentre de la COVID sur la planète Terre. Le Québec, tant qu'à parler de Montréal, on va monter d'un degré, on va parler de l'ensemble de la province du Québec. Le Québec a été l'épicentre de l'épidémie de la variole simienne. Oui, en Amérique du Nord. C'est pas peu dire, on monte en grade. Rappelez-vous également que le Québec a été, plus récemment, l'épicentre des feux de forêt au Canada. Encore mieux, et un peu moins récemment, le Québec a été finalement l'épicentre de la maladie de Lyme. Je vous fais remarquer qu'on commence l'été. Mais n'allez pas croire que Montréal doit être insulté et doit faire quelque chose pour redevenir la ville. C'est bien écrit. Montréal a le pire air au monde. Pas n'importe quel titre. Montréal a le pire air au monde. Normalement, j'aurais pas lu le journal parce que... et on a même ça, à Montréal, les pires bouffées d'air. Mais je ne voulais pas vraiment lire le journal. Par contre, il y a un petit article qui est écrit... je ne veux pas nommer les noms non plus, je déteste insulter les journalistes, mais celle-là, c'est la meilleure. Camille Payan. Camille Payan a écrit que Montréal a la pire qualité de l'air au monde en raison de la fumée causée par les feux de forêt. La pire qualité d'air au monde. Et donc, pour ça, il a fallu qu'il aille chercher un indice. Effectivement, il y a un indice qui dit qu'à partir de 34 ou 35, l'air est moins bonne. Montréal a eu, tenez-vous bien, selon les données de la plateforme IQ Air, c'est quelque chose d'énorme, Montréal se situait à 215. 215. Dans le même article, 2 chapitres plus loin, le même journaliste écrit « Lundi soir, la plupart des régions vont se retrouver avec une qualité d'air meilleure. Mais en attendant, à Roberval, l'indice est à 402. La pire au monde, 215. Roberval est à 402. Des fois, je me pose la question si un journaliste devrait se relire, mais de toute façon, c'est ce qui était dans le journal. Bon. J'essaie d'y aller rapidement parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la dernière émission, je répète, de la saison. Merci encore pour tous ceux qui ont encouragé Ça passe ou ça casse du studio Lux Média.
Je vais répondre à 2 questions ou 3 questions. J'ai fait le tour un petit peu des émissions durant l'année. Il y en a quelques questions que j'ai dit, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que je vais aller un peu plus vite là, dans le début de l'émission. Le sujet du jour, j'ai dit que j'en parlerais, je vais en parler. Encore une fois, je veux que Donald soit content. Il aime ça quand il monte sa petite face. Le grand blond à la chaussure noire, il est au New Hampshire aujourd'hui. Justement, il y a une question qui revient, je vais y revenir là-dessus, concernant notre ami Donald. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment que ça a fait le même journal, c'est le titre du journal, vous pouvez tous le lire. C'était samedi, je pense que c'est samedi. En tout cas, si vous l'avez manqué, vous n'entendrez plus parler parce que ça n'a pas duré longtemps. Crise sans précédent, le dictateur. Là, il faut deviner que c'est Vladimir Poutine. Là. Le dictateur défié par le groupe Wagner. Poutine humilié. Là, je ne sais pas, puis je ne prends pas la peine d'aller voir quel journaliste qui a écrit ça. Mon plaisir, c'est d'y aller par les faits. Après ça, je vais donner un peu de mon opinion. Premièrement, on parle de Wagner. Il faut toujours bien savoir c'est quoi Wagner. Wagner, c'est une entreprise créée de toutes pièces. Tous les pays en ont une, en passant. Ce qu'on appelle une milice non connue, non reconnue. Si vous arrive quelque chose, nous allons nier vous connaître. Bien que tout le monde sait que ça existe dans plusieurs pays et qu'ils envoient ce qu'on appelle des gens qui sont prêts parce qu'ils sont ce qu'on appelle des patriotes extrêmes. Ils croient en leur pays, croyez-moi sincère. Moi, je les appelle les milices inconnues, mais plus puissants que des milices. Pour ce qui est des Wagner, ils peuvent venir de la prison, ils peuvent avoir eu une entente avec la personne qui, justement, a commencé Wagner. J'y arrive. Et ça peut être n'importe qui, ou presque. Idéalement, des gens bien entraînés qui ont peut-être même été dans l'armée d'un pays quelconque. Et ont bâti ce qu'on appelle une petite armée, une colonne, appelez ça comme vous voulez, 5, 10, 15, 20 000 personnes, qui va représenter le pays. Dans le cas dont on parle, c'est Wagner, c'est connu et reconnu. Là. La Russie a envoyé souvent ce groupe-là en Afrique. Différents pays d'Afrique, parce qu'en France, j'oublie toujours son nom. Macron. En France, Macron, il a réussi, lui, à se faire de moins en moins aimé par les Africains. Plusieurs pays en ont profité, sans nommer la Chine, je parle de la Russie. Poutine l'a vu passer et est allé aider quelques pays, pour ne pas dire dans le Sahel, là, ou même, je dirais même plus au centre-Afrique aussi. Les aider par l'entremise de Wagner pour régler différents problèmes. En Syrie, lui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de lui, là, Al-Assad. Là, lui, ça serait intéressant de faire une émission. Il y a plusieurs personnes qui me sont revenues là-dessus. Qui disent, comment se fait-il qu'ils n'ont pas encore réussi à planter Al-Assad en Syrie? Justement, le groupe Wagner va faire son tour quelquefois en Syrie pour aider Al-Assad. Ça ne fait pas l'affaire des Américains en passant. Bon, je reviens avec la Russie. Pour en revenir à la Russie, le groupe Wagner. Le dirigeant de tout ça, en passant, c'est Yevgeny. Mon russe n'est pas fort, là. Yevgeny Prigozhin, ou quelque chose du genre. Lui, c'est un chef cuisinier, c'est un maître de hot dog. Des fois, je me demande, il aurait dû se lancer dans les hot dogs puis de la poutine, il aurait fait... Ah, c'est pas vrai, il en a fait de l'argent. Lui, il a commencé, justement, il faisait de la bouffe, puis il a été connu et reconnu de plus en plus auprès de la haute direction de la Russie, ce qu'on appelle le Kremlin. Et lentement, il est devenu traiteur. C'est pas une blague, ce que je compte là. Je parle de Eugénie Prigozhin. C'est comme ça qu'il a commencé ses connaissances et de plus en plus, croyez-moi sincère, qu'il a fait de l'argent. Quand tu fais affaire avec le gouvernement, qu'il soit américain, canadien, russe, chinois, quand tu es collé sur le pouvoir, comme par magie, le prix des sandwichs, pas de croûte, coûte de plus en plus cher. Et lui a continué et lentement, il a pris un peu plus de contrôle, il est devenu ami avec différents dirigeants.
en Russie et a pris de plus en plus de contrats pour même réussir à éliminer quelquefois un peu de compétition. Et là, il faisait même plusieurs services de livraison dans différents... On appelle ça du catering. Dans les avions russes, vous comprenez qu'il a monté en grade. On parle toujours du cuisinier. D'ailleurs, son surnom, ça va aller plus vite, ça se peut que je dise le cuisinier, c'est lui. C'est son surnom, le cuisinier de Poutine. Yevgeny Prigozhin. Et là, après avoir pris du galon et devenir de bon... Puis là, lui, je pense que c'est un homme d'affaires, il a commencé à dire, là, Vlad. Probablement qu'il l'appelle Vlad. C'est sur son chum. Là, il a dit Vlad, et c'est là que l'histoire commence de samedi qui vient de se passer. On est mardi. Là, il a dit Vlad, quelque chose qui ne marche pas. En passant, vous allez comprendre pourquoi Prigozhin, le cuisinier, les Russes l'aiment bien. Maintenant, les Russes l'aiment moins. Et là, je m'explique. Prigozhin, je l'ai dit tout à l'heure, fait partie de ceux qu'on appelle les patriotes extrêmes. Eux, là, c'est la Russie. Des fois, je me demande s'ils sont quasiment pas nostalgiques de l'URSS, qui était, vous comprenez qu'avant que ça devienne la Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques était beaucoup plus grand. Là, c'est maintenant redevenu la Russie. Et ça, c'est des patriotes extrêmes. Là, c'est garde. On a la Russie, on garde la Russie, on est puissant, puis il n'y a pas un pays qui va venir commencer à nous dire quoi faire. On a des richesses naturelles puissantes. Il faudrait que les gens comprennent que même si les médias ici, que ce soit canadiens, que ce soit américains, surtout pas américains, les Américains, je pense que depuis James Bond, depuis Simon Templar, Roger Moore, je pense que les Américains ils adorent ça quand ils font des films d'espionnage. C'est toujours la Russie qui n'est pas fine. Elle n'est jamais fine, elle. Ça fait des années. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est devenu 3-4 générations qui l'ont dans la tête, la Russie n'est pas fine. Peut-être que c'était vrai dans le temps de l'URSS, je l'admets. Mais ce qui vient de se passer samedi, c'est totalement différent. Il faut se rappeler que je ne referai pas l'histoire. Depuis, je l'ai déjà dit, 1991, en s'en venant, le grand événement est de 2014, quand il y a eu les élections en Ukraine. Et là, déjà là, la Russie a dit « Oh, cet événement-là, cette élection-là n'est pas naturelle. » Évidemment qu'à partir de 2014, tous ceux qui étaient russophones en Ukraine étaient de moins en moins populaires à un tel point que, lentement, Vladimir a dit non. C'est là que rentre en ligne de compte Wagner. La milice. Là, il a dit, il va falloir qu'on règle quelque chose tout de suite, parce que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Moi, je vous le traduis, là, parce que je l'écoute beaucoup, Vlad. C'est rendu que je comprends le russe. Fait que là, je vous le traduis, là, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, en tout cas. Il faudrait aller chercher la Crimée au plus vite, parce que là, on va faire un référendum, on va demander si la Crimée veut revenir. La Crimée, c'est le sud de l'Ukraine. C'est un endroit tellement près de la mer d'Azov, la mer Noire, toute beauté comme stratégiquement. Fait que Vlad a fait faire un référendum, je pense que c'est 95 à 97 % de la population a dit « Nous autres, on est Russes, on ne veut rien savoir de l'Ukraine puis ce qu'ils sont en train de faire. » Alors, ça a été pris comme acquis, c'est russe maintenant. Ça a été le début de la fin. Et ça a été évidemment aidé par Wagner. Le groupe Wagner, c'est des soldats. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de généraux en haut d'eux autres. Eux autres, quand ça va mal, ils te le règlent le problème. Ils n'ont pas besoin de se faire dire « OK, donne-moi l'angle, le tir, la vue, pense-y, on évalue. » Non, regarde, c'est tout de suite, c'est maintenant, puis on le fait. C'est un groupe à part de l'armée russe. Tout ça pour dire que ça s'est bien passé en 2014. Alors, la tête de Prigozhin, le cuisinier, là, Eugénie Prigozhin, la tête a commencé à y enfler. Déjà là, 2014. Là, on s'en va 2015, 2016, 2017,
2018, 2019. Il y a eu des élections, hein? À un moment donné, je pense que je n'ai pas besoin de vous le répéter, là, il y a eu des élections après celle de 2014. Zelensky qui est arrivé. Là, c'était le début de la fin. Les Américains voulaient prendre le contrôle de l'Ukraine. Ça paraissait beaucoup trop. L'OTAN voulait prendre de l'expansion. L'Ukraine devait faire partie de l'OTAN, ce qui devait jamais arriver. Ça a été signé, ça, à 2 reprises. Jamais l'OTAN va faire en sorte que l'Ukraine va être dans l'OTAN. Pas grave. Les Américains persistent et signent. Et j'insiste sur le fait, les Américains, pas le peuple américain, les dirigeants américains, les vrais dirigeants américains. Je pense que c'est la planète Terre, je ne sais pas si je me trompe, mais je ne suis pas loin de la vérité. Dans les 200 pays qui existent, les 5 top, dans les 5, le plus belligérant, celui qui aime la guerre, dans le haut du podium, les États-Unis. Tout ça pour dire que la Crimée a repris ses droits d'être russophone. Les Américains persistent et signent, continuent à... Je ne veux pas raconter l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine a dit qu'il faut faire en sorte que les Russes disparaissent. Tout le côté Est a été bombardé 2019, 2020, 2021. On parle de 15 à 20 000 morts. Ukrainiens, russophones à l'Est, ce qu'on appelle le Donbass. On va aller vite parce que je veux pas faire une émission très longue. Tout le monde connaît cette histoire-là. Ce que je veux compter, c'est qu'est-ce qui est arrivé samedi avec Yevgeny Prigozhin, le cuisinier, samedi. Ceux qui ont suivi l'histoire, vous rappelez-vous de Bakhmut. Bakhmut, c'est la ville stratégique. On est un petit peu plus à l'ouest. Le Donbass, c'est totalement le côté est. Bakhmut, ce serait comme la fin du côté est, c'est-à-dire un petit peu plus à l'ouest, qui contient énormément de routes, de ponts, c'est stratégique. Stratégique. Et ça a été une ville qui... Rappelez-vous des médias, qui soient américains, nommez-les, français... quand je dis français, tous les esclaves des États-Unis, l'Union européenne au complet disait « Bakhmut va être gagné par l'Ukraine », puis blablabla. Finalement, le groupe Wagner s'en est occupé. Croyez-moi, le groupe Wagner s'en est occupé. Et ça, les médias n'étaient pas contents. C'était une boucherie. J'invente pas le mot, là. C'était une usine à saucisses. Les Ukrainiens ont perdu énormément. Les Russes également. Excusez, pas l'armée russe. Le groupe Wagner. Raison de plus pour que la tête, Prigozhin, le cuisinier, continue à s'enfler. Et croyez-moi, en Russie, il est une vedette. Il n'y a pas si longtemps, lors de la conquête de Bakhmut, qui a été longue, bien expliquée en Russie, le raisonnement de Vladimir, prenez votre temps, cette ville-là, on va aller la chercher. L'Occident vient de dire Zelensky va gagner. Et Vladimir a carrément dit prenez votre temps, on va gagner. Et c'est la stratégie de Poutine, et c'est là que ça commence. Il y a des gens, à mon avis, 80, je tombe dans la catégorie opinion. Il y a des gens, à mon avis, en Russie, 80% de la population appuie Vladimir Poutine. Pour la même raison, et c'est ce qui est paradoxal, dans la tête de Poutine, on va faire en sorte que cette guerre-là, qui lui appelle ça un conflit entre confrères, entre frères de sang, entre cousins. Il a bien raison. L'Ukraine, ça faisait partie intégrante de l'URSS. Le pays est très, 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 très jeune. Donc, Poutine a un énorme respect. N'allez pas croire que l'ensemble de la Russie, l'Ukraine est en train de tomber à terre. C'est quasiment chirurgical. Rappelez-vous même que le début de cette invasion-là, Vladimir avait quasiment... Aujourd'hui, c'est plus connu et reconnu.
quasiment exprès pour encercler l'Ukraine et en faire rentrer au nord de Kiev en même temps que dans le Donbass, en même temps que dans le sud, près de la mer d'Azov. Pour dire, c'est cette journée-là, je pense que c'est le 24 février. Et par la suite, après la seule chose qu'il visait, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, c'est ce qu'on appelle tous les plans stratégiques, c'est-à-dire l'électricité, la communication, les endroits stratégiques où sont situés les bunkers. Et tout ça. C'était le début de l'invasion. Et après ça, il s'est retiré de près de Kiev. C'était pas son intention. Je persiste et signe. Je ne pense même pas que c'était encore son intention, Vladimir. Et après ça, il est allé chercher l'ensemble du Donbass, qui est allé assez rapidement. Puis à partir de ce moment-là, il a dit, bon, ça va prendre le temps que ça va prendre. Les Américains ont dit, on va détruire la Russie. Ça n'en prend pas plus. Ça n'en prend pas plus. Vlad a utilisé le groupe Wagner, le cuisinier, M. Prigojine, puis il a dit, bon, on a besoin d'aller chercher un petit peu plus de terrain côté sud, en bas de Bakhmut, côté sud-ouest. On va s'en aller lentement vers Odessa, qui, à mon avis, est déjà russophone, mais Vladimir est allé chercher ce qu'il a dit qu'il irait chercher. Maintenant, il reste à prendre le contrôle de la mer du côté nord, parce qu'au sud, c'est la Turquie. Puis la Turquie a déclaré qu'elle est encore amie avec Poutine, peu importe ce qui est arrivé samedi. D'ailleurs, la Chine a fait la même chose. Bon, tout ça pour dire que je vais finir par ma conclusion. Prigozhin, il s'est fait dire après Bakhmut, OK, tu peux sortir de là, merci. On va remplacer Wagner, on va mettre des soldats de l'armée russe. Oui, on va mettre des soldats de l'armée russe. Décision de Vladimir Poutine. À mon avis, il est influencé par Shoigu, je pense qu'il s'appelle, le ministre de la Défense, puis Gerasimov. Deux personnages que j'ai suivis un peu. Il y a Garakovsky aussi, peu importe. Et il a dit, OK, on retire Wagner, puis on va rentrer l'armée russe. On a pris le contrôle de Bakhmut. On va restructurer déjà la ville, comme il a fait dans le Donbass. Là. Déjà, les gens qui demeurent dans le Donbass, côté nord, côté sud, ils ont déjà des passeports russes. Les constructions sont très, très, très avancées. Les bâtiments sont déjà terminés. La vie reprend. C'est russe. Et c'est comme ça que Vladimir opère. Il prend une chose, une fois que c'est confirmé, c'est réglé, l'armée russe rentre là, c'est quasiment intouchable, pour pas dire intouchable, ça devient un territoire russe. Bakhmut, OK, ôtez-vous de là, Wagner, l'armée russe va rentrer. Oups! Mon ami Prigozhin, lui, non, oubliez pas, il est populaire en Russie. J'ai dit que 80 de la population sont derrière Poutine. 80 Mais il y a un 20 et c'est là que je dis, je peux pas croire qu'il y a des journalistes, là j'ai juste un journal, là, mais tous les journaux ont dit Poutine tire à la fin. C'est terminé. C'est fini. Son règne est en train de tomber. Le rêve des Américains. Biden! Enfin, pas sûr que c'est Biden, honnêtement. Probablement, ces faucons là, sont très, très, très contents. On a réussi. BlackRock. La compagnie BlackRock est bien contente. Elle a déjà signé, elle, avec Zelensky. On va tout rebâtir ça une fois qu'on va avoir pris le contrôle. Tout le monde était content. Poutine perd la pédale. Ça va pas bien. Il y a une armée, le groupe Wagner va aller le planter à Moscou. Ils sont tous en train de monter. Terminé. C'est terminé. Quand je dis 80 des fois, je me pose la question, c'est par respect, là, je ne veux pas démolir l'ensemble de ceux qui pensent, qui disent, là, dans l'idée que Poutine est en train de tomber sur le dos. Non seulement il n'est pas en train de tomber sur le dos, il vient de gagner un prestige énorme. Il vient de confirmer une chose. Ça me fait de la peine de dire ça, là, pour les Occidentaux et surtout les esclaves des États-Unis, là. Les esclaves des États-Unis, là, c'est pas dur, c'est l'ensemble de l'Union européenne. On va aller plus loin que ça, c'est quasiment l'ensemble des membres de l'OTAN. Pas compliqué. Pas compliqué.
Quasiment. Poutine a simplement dit à Prigojine, en fait, il n'a même peut-être pas dit en direct. Lui, il a déjà déclaré, et c'est le petit bout qui serait peut-être important de le savoir, que je me demande encore comment ça se fait que dans les journaux subventionnés, ils savent tout, ils ont des correspondants partout. Personne n'en a parlé. Le 1er juillet, si je ne me trompe pas, on est le 27 juin. 1er juillet 2023, en Russie, aucune milice. Il ne peut plus y avoir de petite armée comparable à Wagner. N'allez pas penser qu'il existe juste Wagner. Il y en a des milices, il y en a autant aux États-Unis, il y en a dans différents pays. Des petits groupes de gens de 1000 personnes, 2000 personnes, des gens de milices, des patriotes extrêmes. Bon. Vladimir a passé une loi, 1er juillet. Ça, c'est dans 3-4 jours. Fini. Aucune petite armée milice ne peut exister en Russie. Et je vais finir la phrase, là. On va les démolir. Ils doivent sortir de la Russie ou tout simplement terminer d'exister. Ça, ce serait peut-être important que tout le monde réalise ça. Maintenant que ça c'est dit, lui, Prigojine, il sait ça. Poutine lui dit, sors de Bakhmout. Descends côté sud, on s'en va peut-être vers l'Odessa. Le port d'Odessa, là, c'est une ville, là, ceux qui regardent la carte là, au sud de l'Ukraine, dans le centre, juste au nord de la mer, là. Ben, c'est déjà russophone. Il n'y aura pas grand job à faire là. Puis Poutine ne veut pas que ça aille vite. Vous allez voir pourquoi il y a un paradoxe dans ça. Les Américains disent, on va prendre notre temps. L'économie russe va tomber à terre. Poutine, de son côté, il dit, prenez votre temps. On va mettre à terre tous les esclaves des États-Unis. On va tuer leur économie. J'essaierai de me dire lequel des deux qui a eu raison. Tout ça pour dire que il dit à son cuisinier, il dit, hey, lâche Bakhmout, on amène l'armée, descends en bas, puis on va t'envoyer à Odessa, ce sera pas long, mais prends ton temps. On va te scraper ça, nous autres, l'économie de l'ensemble de l'Union européenne. Je pense que Poutine, il s'en rendait pas compte, mais il a réussi en plus de scraper avec le président américain actuel. Il est en train de scraper l'économie américaine. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'au passage, le Canada, il fait partie du tas. Fait que tout le monde a de la misère, l'économie ne va pas bien. L'inflation est à son plus haut niveau. Pendant ce temps-là, en Russie, les ententes se signent, le BRICS augmente, il y a une réunion bientôt en Afrique du Sud. Plusieurs pays veulent s'en aller avec... Non, il faut rester avec les États-Unis. Ben oui, toi, ben oui. Fait que là, Prigojine, il est en tabarouette. Lui, il s'en aperçoit, là, il dit, hop là, prochain coup après ça, Vladimir n'a pas l'intention de prendre l'ensemble de l'Ukraine, si je comprends bien. Il vient de le réaliser, là, lui, le cuisinier. Il est en maudit. Il dit, hey, qui va me payer? Puis je suis une vedette en Russie. Non, Vlad, il n'a rien compris, là. Dans la tête de Yevgeny Prigojine, là, il n'y a rien qu'une chose en tête, c'est les Russes, la population, veulent qu'on aille plus vite. On règle le problème de l'Ukraine, là, ça en est stupide. On peut régler ça en dedans d'un mois. C'est terminé. Pourquoi Vladimir prend son temps? M'aller y expliquer. Ouais, vas-y. Toi, tu iras. Moi, je n'embarquerai pas avec toi. Ton espérance de vie vient de baisser. Il est chanceux. Il est chanceux parce qu'il y a un gars qui s'appelle Loukachenko. Il l'a pogné au vol. En fait, il ne l'a pas pogné au vol parce qu'il n'est même pas vu en avion, là, lui. Là. Lui, il s'en venait en char d'assaut, en auto, avec quelqu'un de ses chums, là, qui a convaincu. Il dit, gars, on va aller l'expliquer à Vladimir. Il est chanceux qu'en cours de route, Loukachenko, il a dit, Lui, Loukachenko, c'est le président de la Biélorussie. C'est juste au nord de l'Ukraine, côté ouest de la Russie. Là. Il dit,
non. Je pense que la tête de Prigozhin a enflé. Par contre, moi, j'ai besoin de lui parce que je suis collé sur la Pologne. Il a été chanceux, Prigozhin. Bien chanceux. Vladimir l'aurait attendu de toute façon. L'évaluation, qu'on me dise n'importe quoi, là, même si les médias, je vous donne mon opinion, je voudrais pas que quelqu'un dise « Gilbert, t'es sûr? » Non, mais je vous le dis, d'après moi, là, c'est pas 300 000, l'armée russe, là, c'est entre 600 et 700 000. Puis il doit y en avoir 30 000 qui l'attendaient déjà à Moscou. Là. Vlad, il est vite, puis il a envoyé venir celui-là. Il y a une chance que Loukachenko l'a appelé de la Biélorussie, puis il a dit « Gars, m'a fait un deal avec toi. Moi, il m'a fait un deal avec toi. Il y a une loi le 1er juillet, t'en rappelles-tu? Ton Wagner, là, tu ne pourras plus t'en servir en Afrique pour aller aider certains pays africains. Tu ne pourras même plus monter voir à Al-Assad en Syrie, ou peut-être qu'on a besoin de toi en Libye. Ou non. Garde. Viens-t'en direct en Biélorussie. Vlad va accepter. Il va enlever toutes les accusations. C'était déjà prêt, là. C'était déjà prêt, là. Et comment on l'appelle, là, le cuisinier, là, Prigozhin, il ne savait pas, mais Vlad était déjà prêt. Il dit, viens-t'en, mon homme, on va te régler ça vite. Les médias ont sauté sur l'occasion. Poutine est en train de tomber. Je répète, 80 % de la population est en arrière de Poutine. 80 % de la population ont élu Poutine. En passant, il va y avoir des élections l'an prochain. Devinez qui va gagner. Je pense que Poutine ne prévoyait même pas se présenter. Dans la loi, là, il a le droit de se présenter encore une fois. Je pense qu'il ne se serait pas présenté si ça n'avait pas été du niaisage de 2022, quand Zelensky a commencé à se montrer le pénis, là, puis en disant « Hey, tu vas aller voir, l'Ukraine, on va faire partie de l'OTAN, puis blablabla. » Les tabarnouches. Ça fait en sorte qu'il va se représenter. Tout ça pour dire que 80 % de la population ont voté pour lui. Il a réussi à démontrer que c'est possible de passer au travers des années 90. Vous vous rappelez que ça allait pas bien là, à l'URSS, puis même au début de la Russie, puis c'est lui qui l'a remonté son pays. J'essaie pas de dire que c'est le meilleur homme au monde, mais j'essaie juste de vous dire qu'à un moment donné, il va falloir que les médias s'assoient sur les espèces de petits trous de cul, puis qu'ils réalisent qu'il faut arrêter de mentir à un moment donné, parce que la vérité va sortir. Poutine est... Suite à cette petite occasion-là de 2 jours, là, je suis en train de mentir, une journée, OK, 20 heures, ça n'a pas été long. Poutine sort encore plus fort. De plus, ah oui, pour terminer avec la Biélorussie, oui, effectivement. Loukachenko a dit au cuisinier, « Viens t'installer chez nous le 1er juillet, tu n'auras même plus le droit d'exister. » Ah oui, c'est ça. Tu n'auras plus le droit d'exister en Russie. Tu es aussi bien de t'en venir. Et Loukachenko a appelé Vlad, il a dit, « Vlad, on fait un deal. Je l'amène chez nous, moi j'en ai besoin, j'étais au nord de la Pologne, puis l'OTAN, par l'entremise des États-Unis, est en train d'équiper la Pologne à l'extrême. » Vlad, il dit, « Ouais, mais je t'ai aidé. » Il dit, « Je le sais. » Il dit, « Tu m'as envoyé des têtes nucléaires. Ça a fait peur à tout le monde. Mais je peux-tu quand même avoir le groupe Wagner chez nous? » Là, il dit, « Ouais, c'est une bonne idée. » Une bonne idée parce qu'il dit, « Moi, je vais respecter ce que j'ai dit. Je ne veux plus de milices. Je ne veux plus de Wagner sur mon territoire russe. C'est l'armée russe qui mène. » Fait qu'il dit, « OK. » Fait que c'est Loukachenko qui a appelé le cuisinier et il a dit « Gars, viens, va-t'en pas à Moscou, viens-t'en direct chez nous. » Vlad va dire « Oui. Combien c'est de monde avec toi? » Ça doit être 3 000 à 4 000. Il y a des journaux qui parlent de 8 000, 10 000, 15 000, peu importe. Pas fou. Pas fou, le cuisinier. Prigozhin, c'est un homme d'affaires, la tête a y enflé. Il sait que, tôt ou tard, la Russie va avoir besoin de ses services. À défaut, peut-être les pays baltes. Je ne le sais pas. Quelqu'un va l'utiliser. Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver avec l'OTAN, moi. L'OTAN, L-O-T-O-T-A-N. Je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Ça va pas bien pour l'OTAN, là. Je ne suis pas sûr qu'ils sont en train de gagner. Loin de là. Ils sont en train de ruiner l'Europe au complet. Les Américains, ça va pas bien, sont en élection l'année prochaine. Puis le prochain président, si c'est pas Biden, je ne veux pas nommer le nom de l'autre. Mais ça se peut que la guerre finisse à un moment donné.
Il va falloir que quelqu'un le comprenne. Il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent, que les Américains ne sont pas avantagés. Le grand paradoxe, c'est que les Américains disent qu'on va faire durer ça le plus longtemps possible parce que là, les Russes vont choquer, ils vont créer une guerre civile, puis la Russie va s'auto-détruire. Ouais, ça a failli arriver en 8 heures. Ça a été réglé en 8 heures, puis si ce n'est pas un bon exemple, vous allez voir à quelle vitesse que ça va se régler désormais. Je pense que Vladimir, pour terminer là-dessus, va probablement augmenter le tempo, mais pas beaucoup. Pourquoi il va augmenter le tempo? Parce qu'il a réussi son coup. Il est en train de faire en sorte que l'ensemble, une seule armée russe, hey, ça veut-tu dire qu'il a travaillé fort sur l'armement, ça? Ça veut-tu dire qu'il a travaillé fort sur les différentes bases militaires installées un peu partout en Russie? Ça veut-tu dire qu'il a travaillé fort dans les usines? Tu sais, j'ai déjà parlé, moi, d'un PIB, le produit intérieur brut. Tu sais, aux États-Unis, ils disent qu'un avocat qui charge 300$ de l'heure, on met ça sur le produit intérieur brut, ça fait augmenter. Non, non, la Russie ne fonctionne pas comme ça. Eux autres, c'est des usines puis de la production, de la vraie production intérieure brute. Ça veut-tu dire que l'économie va mieux en Russie? Les taux d'intérêt viennent de baisser de 1,5 2 Alors que je comprends. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, le rouble, c'est pas le dollar américain. Bien, justement, le dollar américain est en train de disparaître. Toute l'histoire depuis le début est un grand paradoxe du complexe d'un des pays les plus belligérants au monde. Ça donne qu'actuellement, au pouvoir, les faucons autour de Joe Biden font partie du Deep State. Ceux qui font en sorte que les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire un pays belligérant contrôlé par l'armée. On appelle ça le Pentagone. On appelle ça comme vous voulez. Le moindrement qu'il y ait une arme à feu pas loin, c'est eux autres qui dirigent. C'est pas compliqué. Poutine est en train de démontrer. Et là, je ne veux pas pousser ma chance, parce qu'il y en a qui vont me dire, ça y est, Gilbert. En passant, j'ai amené des jelly beans. Des jelly beans parce que les jelly beans, c'est bon durant l'été. Parlant de jelly beans, il y en a qui... ça, on m'a amené ça ici. C'est la voisine qui m'a fait ça. Elle m'a fait une surprise. Elle a dit, je vais te donner des jelly beans pour ton émission. Ça va te faire penser à l'été pendant l'émission. J'ai dit, des jelly beans, ça, c'est comme en Californie, là, ils veulent légaliser les... comment t'appelles ça, là, les... drogue dure. La drogue dure, là, comment on appelle ça? Des champignons, puis de... Tu sais, des pilules, là, tu sais, tu prenais des pilules, là, puis c'était psychédélique, tu voyais toutes sortes de couleurs, là, puis t'étais mélangé. En tout cas, Californie, le candidat... Je ne sais pas s'il l'a annoncé, le gouverneur de la Californie. Je pense qu'il va se présenter, lui, à la présidence des États-Unis. Newsom, le gouverneur de la Californie. En tout cas, lui, il a passé une loi, là, puis là, les pelules, là, puis les champignons magiques, là, puis tout ça, là, ça va être légal en Californie. En tout cas, pour faire une histoire courte, la voisine, elle m'a donné un bocal de jelly bean pour que j'aie du plaisir à faire l'émission, étant donné que l'été arrive bientôt. En passant, avant de terminer sur le sujet, merci à tous ceux qui ont écouté l'émission depuis déjà presque 6 ans. Gênez-vous pas, le pouce en l'air. Vous avez le doigt, le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous avez le droit de vous abonner. Ça ne coûte rien. J'étais en train de dire que Poutine est en train de créer tout un bordel aux États-Unis et parmi quelques pays qui sont dans l'Union européenne, quelques esclaves, dont, tenez-vous bien, là, la Pologne, les Américains, ils ont équipé la Pologne, là, parce qu'elle est à la limite côté ouest de l'Ukraine. Tu sais, c'est un des premiers pays collés, là, c'est la frontière ukrainienne. Ils te l'ont équipé, le temps, là, c'était écœurant. L'armement, puis tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Poutine, il a dit à Loukachenko, en Biélorussie, il dit... Qu'est-ce qui arrive en Pologne? Ils sont en train de rentrer de l'armement, là. Elle ne sait pas, ça va pas bien. Fait que Poutine, il dit, OK, on va t'envoyer quelques têtes nucléaires, puis on va installer ça sur ton tête. Ça a calmé tout le monde. Il n'est pas fou, Poutine. Tout ça pour dire que la Pologne
Je ne parle pas des élus actuels. Il va y avoir des élections bientôt. Là, à un moment donné, en Pologne, là, je pense que la Pologne, elle est tannée. Elle est tannée parce qu'elle fait partie du grand cercle que les États-Unis veulent prendre le contrôle là, autour de l'Ukraine. Est tannée. La population est tannée. Et il y a de plus en plus de partis conservateurs qu'on appelle, un peu plus, ce qu'ils appellent de droite, un peu plus patriotes. C'est rendu que les Américains, Joe Biden, le Parti démocrate, sont mal à l'aise de parler de ça, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, qui veulent défendre leur pays, penser à eux autres avant de penser aux autres. La Pologne, elle commence. Tenez-vous bien. L'Allemagne vient d'avoir des élections régionales, vous allez me dire, des petites élections. Pas grave, c'est presque... C'est quand même une partie de la population là, qui ont voté là, en Allemagne. Pouf! Un parti conservateur qui appelle... Dans les journaux, il marquait « Un parti de l'extrême droite remporte des... » Non. C'est seulement un parti un peu plus patriote puis qui commence à dire au gouvernement « Hey, on peut-tu s'occuper de nous autres, là? » Allemagne. En France, là, je vous nomme les esclaves des États-Unis, là. La population se réveille en France. Au Royaume-Uni, hey, Boris... Hey, moi, il me faisait rire, Boris. Ça, c'est le gars, le président là, du Royaume-Uni. Il se levait le matin en petite bobette avec une robe de chambre puis son café, puis il se promenait dans la rue tout dépeigné. Là. C'est lui, ça, Boris. Moi, je le trouvais original. Là. Bon. Lui, il va pas bien, là. Mais, bon, premièrement, il fait partie du problème, lui. Lui, c'est un esclave extrême américain, mais en tout cas. Même au Royaume-Uni, ça commence à virer de bord, les gens disent « Gars, on peut-tu s'occuper de nous autres? L'économie va pas bien. » C'est bizarre, là. C'est bizarre. Ça, c'est drôle, c'est pas dans les journaux, ça. C'est pas dans les... Faut dire que j'avais déjà nommé les 5 principes qui, à mon avis, sont les plus importants quand quelqu'un a le contrôle et qui ne veut pas que tout le monde sache tous. On appelle ça, dans le temps de la guerre, il y a 5 choses qu'il faut savoir. C'est cacher les intérêts économiques. Il ne faut pas dire la vérité à notre population. Pas besoin de vous le dire qu'au Canada, on n'est pas gagnant dans cette histoire-là. Là. Les Américains ne sont pas gagnants, les esclaves de l'OTAN ne sont pas gagnants. Donc, il faut cacher l'information. C'est d'ailleurs ce que je vois qu'on ne le dit pas ici. Il faut changer l'histoire. Il ne faut pas compter tout à fait ce qui arrive. Il faut diaboliser notre adversaire. Ça, on est bon là-dedans. Là, on est bon. Il faut inverser. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent que j'avais dit ça. Il faut inverser l'agresseur et l'agressé. Là, comme par magie, là, les journaux sont mal pris. Là. Ils ont dit que... Hey, je ne l'invente pas, là. C'est marqué, là. Poutine humilié. Moins de 24 heures après, non seulement il sort grand gagnant, il déclare pas, mais presque. Là, moi, je le sens, là. Vlad, ça m'étonne qu'il ne m'appelle pas parce que je parle de lui, là, mais normalement, il va m'appeler. Il va dire, Gilbert, je pense que je prends la décision, je vais être encore candidat à la présidence de la Russie. En tout cas, tout ça pour vous dire que non seulement ils ne sont pas perdants, dans les sondages, ils sont grand gagnants. Le 80 de la population a fait comprendre aux 20 que Prigogine, là, il avait la tête enflée, puis il était à temps que quelqu'un lui dise « Garde. » Le président, c'est ce qu'il fait. L'économie va bien en Russie. D'ailleurs, croyez-le ou non, toute personne qui veut aller en voyage en Russie ne saura même pas que la Russie est en guerre. D'ailleurs, Vladimir a dit que ce n'était pas une guerre, qu'il y a une invasion qui se fait en Ukraine. Personne ne s'en aperçoit en Russie. L'économie roule à plein régime. Plein régime. Ce qui n'est pas tout à fait les chiffres qu'on entend parler de ce qui arrive actuellement en Occident. Et la dernière chose importante quand on veut prendre le contrôle de l'information, quand il y a une guerre, c'est de monopoliser l'info. C'est à peu près ça. On ne sait pas tout, mais en tout cas, le titre, moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Bon, j'ai fini quasiment l'histoire. S'il y en a qui ont des questions, ça me fait plaisir de lire tous les commentaires sur YouTube. J'imagine que la mission va être également sur luxmedia.info. Et si vous avez l'intention de faire ce qu'on appelle des dons, il y en a qui appellent ça des pourboires. Laisser des pourboires pour encourager les médias indépendants de transmettre l'information
En fait, je dis l'information, ce n'est pas parce que c'est la seule et vraie information. C'est que ça donne une grande possibilité aux gens de s'informer, de se faire une tête. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous encourage à aller voir une fois de temps en temps différentes émissions. Il y a différents animateurs. Je ne suis pas d'accord avec la plupart des autres animateurs et c'est normal. C'est le but de Lux Media d'avoir différents animateurs avec différentes opinions de façon à ce que les gens puissent se faire une tête. Ceci dit, les 2 questions que j'ai lues, je termine là-dessus. Il y en avait plusieurs, puis j'ai dit, je ne peux pas faire une émission de 3 heures de temps. Mais tôt ou tard, je vais essayer de ramasser le plus de questions, commentaires, parce qu'il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont... Gilbert, est-ce que Donald Trump va être emprisonné? Hey, c'est bon, ça, c'est des jelly beans. Ça, c'est pour l'été. La voisine, elle m'a donné des jelly beans. Est-ce que Donald Trump va être emprisonné? Ceux qui suivent le dossier, je ne pense pas. Pourquoi c'est long? J'en déduis que ce serait ça la prochaine question. Mais il n'y a pas eu de deuxième question. C'est juste, sera-t-il emprisonné? Je ne pense pas, mais je vais donner l'explication en plus, le pourquoi. C'est long. On a l'impression, c'est quasi volontaire. Je pense que les médias sont au courant. Les médias ne veulent pas Donald Trump. Ça, c'est un secret pour personne. Et le Congrès se divise en 2. Tu as la Chambre des représentants et le Sénat. Le Sénat n'appartient pas aux républicains. C'est 50-50 et la vice-présidente des États-Unis, qui est démocrate, remplace le Sénat s'il y a une égalité. Donc, c'est un Sénat démocrate. Et la Chambre des représentants, elle, c'est elle qui présente des demandes, différentes demandes. On veut rencontrer un tel pour y poser des questions. Mais la Chambre des représentants, même avec 20-25 représentants de plus républicains que démocrates, c'est pas le confort total. Parce qu'en politique, c'est comme d'un club. Il y a des guidounes. Bon. Et dans le Parti républicain, il y a des guidounes. Donc, c'est pas confortable. Tu sais, en bas de 50, non, c'est pas vrai, 40, au moins 40 républicains de plus à la Chambre des représentants, ça serait plus confortable. En fait, ça serait plus facile de créer des comités de rencontre de façon à imposer différents témoins dans différentes causes à venir témoigner. Là, des fois, la chicane est poignée, ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas tous d'accord, puis c'est des longues... Ils ont même eu de la difficulté à choisir le président de la Chambre. Là. La Chambre est républicaine, ils ont eu de la misère à choisir le président de la Chambre. Il faut le faire, ça vous donne une idée. Ils les appellent des rhinos, des rhinos. C'est pas tout à fait des républicains. C'est des républicains quand c'est le temps. Mais ils font partie du Deep State. Ce sont des anciens élus qui sont dans le système. Non, je vais en faire un jour une histoire là-dessus, moi, là, le système. C'est écœurant. C'est écœurant, le système dans lequel on est. Puis ça s'améliore pas. Je pense que ça va s'améliorer, mais je vais faire une émission cet automne là-dessus. C'est la dernière émission. Hey, c'est bon, ça, des jelly beans. C'est la dernière émission de la saison. D'autres questions? Gilbert, est-ce que le coup de téléphone de Hunter, tu y crois? Pour ceux qui suivent le dossier, Hunter, ça c'est... Je viens de terminer de parler de l'Ukraine, j'aurais dû glisser ça là-dedans. Il y a un coup de téléphone qui a été donné à un moment donné, c'est sur le laptop, le petit ordinateur portable de Hunter Biden. Et c'est également dans différents dossiers du FBI qui sont au courant de cette information-là depuis 2019. Oui, je suis au courant et je pense que c'est ce que je viens de dire là. La Chambre des représentants essaie de monter ça au plus vite parce qu'actuellement, là, il empile. Il empile des témoins. Je pense que tôt ou tard, ça va arriver à la limite. Les médias d'information américains qui contrôlent l'information, évidemment, là, subventionnée ou majeure, qu'on appelle là, aux États-Unis, eux autres, c'est le mainstream.
le gros crachoir. Là. Bon, le mainstream américain vont finir, qui sont démocrates à l'extrême. Je répète, et je ne vais pas gêner pour le dire, c'est écrit partout dans tous les journaux. Trump ne doit pas être candidat à la présidence des États-Unis. C'est clair. Ils font tout pour le mettre en prison. Tout. Allez pas penser que là, il y a un indictment là, pour les 5 dernières. Puis ça vient d'avoir lieu juste après le rapport du RAM. Ah, c'est incroyable. Là, pensez pas que c'est la dernière. Il va peut-être s'en sortir, parce que là, c'est concernant les documents qu'il aurait gardés en tant que président, puis qu'ils n'auraient pas remis à la... Bon, j'ai fait une émission là-dessus, mais je pense que non, ça ne se rendra pas à la fin. Mais ils vont l'allonger le plus longtemps possible. Tant il y a aussi longtemps que la population américaine a dans la tête que Donald Trump, ça se peut qu'il aille en prison, ben, on ne l'aime pas, donc on ne votera pas pour lui. Tant il y a aussi longtemps qu'ils vont mettre ça dans la tête, ça va rester. Mais j'ai l'impression que lentement, là, ça va changer, là. Parce que l'autre dossier qui tombe de plus en plus important, parce qu'un président américain, hein, Donald, c'est vrai, mon petit Donald, un président américain a le droit de déclasser n'importe quel document lorsqu'il est président et au cours de ses derniers jours. Parce qu'oubliez pas que les élections ont lieu au mois de novembre, puis il transporte le pouvoir à un autre président au mois de janvier. Entre novembre et janvier, il est encore président, puis il a le droit de dire, gaga, moi je déclare tout ce qui est ici, puis j'amène ça à nous. C'est ça qu'il a fait. C'est ça que tous les présidents américains font. Mais lui, il n'a pas le droit. Bon, en tout cas, je ne referai pas l'histoire. Tout ça pour dire que je pense... Hey, c'est bon, ça, des jelly beans. Ah, je commence à aimer ça, moi. Qu'est-ce que je disais, là, le coup de téléphone de Hunter? Bon, là, il tombe sur ce dossier-là. Hunter aurait dit à un Chinois au téléphone, « Écoute-moi bien, mon deux de pique, tu as besoin de nous envoyer tout ce qu'on veut rapidement. » Puis rapidement, c'est ce soir. Il dit ça au téléphone. « T'es assis avec mon père, puis mon père, il m'a dit que tu as besoin d'opérer parce que lui, il va prendre toutes les procédures nécessaires pour te causer du trouble pendant longtemps. » T'as-tu compris? Sujet de discussion, c'était quoi? Envoyez-nous chacun nos 5 millions de dollars. Oui, je parle de Joe Biden et de son fils, Hunter Biden. Ça va finir par rentrer dans le journal de Montréal. Dans le journal de Montréal, la presse, Radio-Canada, TVA, Québécois, ça va finir par se rendre jusqu'ici. Ça n'a pas de l'air, hein? Ça n'a pas de l'air encore. Je ne sais pas, il n'en parle pas. Bon, OK, ça répond à la question, je suis certain. Gilbert, il va-tu avoir une base militaire chinoise à Cuba? Oui. Oui, Xi. Je n'ai pas parlé de... Habituellement, je parle de Xi un peu. Oui, Xi Jinping, il décide de s'installer. Tout le monde en profite. Honnêtement, tout le monde profite des États-Unis. C'est comme au Canada. Tant qu'on va avoir un beau zoo au Canada, la Chine a fait ce qu'elle veut, là, ben, elle en profite en maudit. Il y a bien des pays qui en profitent également. Bon, ben, c'est la même chose. Là. Tant que Biden est aux États-Unis, on en profite. Là. C'est pas le temps de prendre notre temps. Là. Il reste rien qu'un an et demi. Fait que Xi Jinping, il dit, tiens, je vais aller m'installer une petite base militaire à Cuba. Moi, j'y crois. Si elle va s'installer, c'est peut-être ça la question. Je pense pas. Selon mes calculs, là je n'avais pas évalué correctement peut-être la question. Là. Mais là, j'évalue. Peut-être qu'il va y avoir le début d'un embryon de commencement d'un petit pied. Peut-être. Mais je pense pas que ça va aller loin. Je répète, il va y avoir des élections aux États-Unis en novembre 2024. Il ne reste pas grand temps parce qu'on parle d'une petite base militaire. Une petite base militaire pour les Chinois, ça doit être assez gros. Je ne le sais pas. Je ne penserais pas qu'ils vont pousser leur chance jusqu'à là. Par contre, est-ce que c'est une distraction? Parce que pendant ce temps-là, parce que vous le savez, les Américains, c'est des... Je le dirais jamais assez, c'est un des pays les plus belligérants au monde. Fait qu'eux autres, ils vont essayer d'être les policiers de la planète Terre. Le seul qui a décidé que c'était pas ça, c'est Donald Trump. Il a dit, gaga, on peut-tu arrêter d'être police partout, là? Premièrement, qu'ils nous payent, puis peut-être qu'on va les aider, tu sais? Ce qui est logique, d'après moi. La Chine le sait, là, que le président, il est faible et il est contrôlé par des faucons qui aiment la guerre. Donc, si, pensez-y, là, Poutine est en train d'occuper à peu près tout le monde avec l'Ukraine, Xi, il s'est fait dire par le secrétaire d'État américain qui est allé le voir, je ne sais même pas s'il est revenu de la Chine, il s'est fait dire qu'on considère que, et on l'a toujours dit,
Taïwan fait partie intégrante de la grande maison de la Chine. Ça a rentré dans la tête à Xi Jinping. Puis là, il voit Poutine agir. Vlad. D'ailleurs, il l'a appelé. Hey, Vlad, t'as mon support total. Superbe ce que t'as fait. Puis c'est même pas Vlad qui a fait quelque chose. C'est des gens qui ont peut-être été influencés. Je n'essaie pas d'embarquer dans cette histoire-là, là, que le cuisinier, quelqu'un qui l'a influencé pour faire ça. J'embarque pas là-dedans. C'est interne. Mais Xi l'a appelé et il a dit « Belle shot ». Puis là, il dit, si toi, tu es capable de faire des affaires de même, regarde, moi, me dire que je m'en vais m'installer à Cuba. Les Américains vont sauter dans le tas, là. Ça, c'est clair, 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 clair. Qu'est-ce que Xi va faire, vous pensez? Il est en train de s'équiper. Je pense qu'il y a plus de bateaux, si c'est pas le double de bateaux, on parle militaire, que les Américains, actuellement. Puis ils visent la Taïwan. Les Américains en ont plein les bras avec l'Ukraine, parce que là, toute l'Union européenne, là, moi j'en ai nommé 5 pays tout à l'heure, il y en a, il doit y en avoir 24 qui haïssent les États-Unis, là, qui commencent à dire « hey, 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 hey ». Moi, je peux pas croire que l'Allemagne s'est pas levée debout et dit « y a-tu quelqu'un qui va leur partir ?» Le Nord Stream 2, là, c'est quoi le niaisage? Comment ça se fait qu'il s'est pas levé debout encore, ce gars-là? Là? En tout cas, pour faire une histoire courte, il va-tu avoir une base militaire? Ça répond-tu à la question? Je pense qu'il va essayer de saucer le pied, Xi, pour occuper les Américains. Mais d'après... Moi, je pense que c'est une question de temps, là, la Taïwan. Là. Je pense. Puis je pense même qu'il doit être déjà en train de négocier. Ça ne ferait pas l'affaire de la Taïwan. Ça, c'est clair, 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 clair. C'est très démocratique, si on compare avec la Chine. Peut-être qu'il y a déjà des négociations, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde se prépare à ce qu'il va y avoir des élections aux États-Unis l'an prochain, puis ça presse. Le président actuel, il n'est pas fort, puis il écoute juste. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. À un tel point que je me pose la question, l'Ukraine, là, ce que Vladimir vient de faire, là, pensez pas que ça ne tente pas aux Américains de dire non, là, il faut faire un petit coup de plus. N'oubliez jamais, 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 jamais que le seul pays qui essaye de dire à tout le monde que j'en vois pas un bâtir la bombe nucléaire. Que j'en vois pas un venir me dire le contraire. Je ne veux pas. On parle d'un pays qui dit ça, là. Que qui que ce soit découvre, d'ailleurs, l'Iran. Jamais vous allez avoir la bombe nucléaire, la connaissance. Jamais. Rappelez-vous que le seul pays qui n'arrête pas de répéter ça, c'est le seul pays qui en a lancé 2 bombes nucléaires. Rappelez-vous de ça. Des fois, je me dis, ils sont mal placés pour être belligérants, faire la morale à tout le monde, se prendre pour des policiers, dire « c'est nous autres qui mènent ». Ils sont mal pris en Titi. Hein? Fait que je pense que Xi Jinping était au courant de ça, puis il dit « les Américains, ils aiment ça, la guerre. On va aller mettre le pied à Cuba, on va les occuper là, on va les occuper là. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de chez nous, puis peut-être qu'on va aller plus vite pour... En tout cas, je souhaite pas que ça arrive, puis je souhaite pas qu'une tempête nucléaire arrive. Bon, hey, ils sont bonnes, c'est Smarties. Comment t'appelles ça? Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. André, il faudrait que tu demandes à la voisine, là, que c'est... Ça, c'est JB Nayan, ça. Ça, c'est pas des... C'est-tu des jelly beans, hein? C'est-tu ça, des mushrooms? Ça m'a fait plaisir, on se revoit cet automne.